Madame, Monsieur, bonsoir. Les événements s'accélèrent en Syrie et l'effet domino au détriment de Bachar al-Assad est fulgurant. Après avoir pris Hama hier, les groupes armés de l'opposition sont aux portes de Homs, troisième ville du pays. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la population de cette ville aurait fui en l'absence totale des forces du régime. La guerre en Syrie, insoluble depuis 2011, redémarre donc de plus belle. Les factions, et les nombreuses factions, nous allons en parler dans cette émission, reprennent les armes dans un conflit marqué par le soutien d'acteurs régionaux et de puissances extérieures qui complexifient cet échiquier. Les partis au conflit ont changé au fil des ans avec des groupes couvrant toute la gamme idéologique. Des rebelles modérés issus du mouvement de protestation jusqu'au groupe extrémiste État islamique ou Daesh. La prise de Hama fait surgir des scénarios dramatiques pour le pouvoir syrien. La ville se trouve à peine 180 km de Damas et la voie vers la capitale est désormais barrée par une seule ville, Homs, située à 46 km seulement. En prévision d'une avancée des forces antigouvernementales vers Homs, l'aviation russe a détruit hier un pont reliant la province éponyme à celle de Hama. Alors là, analyse et lecture de ces événements inédits en compagnie de nos experts ce soir. Tout d'abord, sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir l'expert en sécurité en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Se joint à nous depuis Abu Dhabi le docteur Mohamed Badil Yatioui, professeur au Collège de défense à Abu Dhabi. Bonsoir, docteur Yatioui. Bonsoir, merci pour cette invitation. Marhaba bik. Colonel Saoud, évolution de la situation en Syrie depuis seulement 10 jours. Il faut le rappeler, ça reste quand même une période très courte compte tenu de l'enchaînement des événements qui restent très impressionnants. Très impressionnant, c'est le terme, c'est une poussée fulgurante de toutes les factions d'opposition au régime syrien, parti d'Idlib, Alep, Hama, et aujourd'hui, ils sont aux portes de Homs. Oui. Et Homs, c'est un verrou stratégique important où il y a des combats entre l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe et ces factions de l'opposition. Si Homs tombe, ça sera une nouvelle configuration et un regain de territoire, presque la moitié des territoires syriens. Attendons de voir l'évolution de la situation pour voir plus clair. Pour voir plus clair, déjà, on devrait comprendre qui sont ces factions, colonel Saoud, parce qu'il y en a beaucoup. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'en 2011. Tout à fait. Au compteur, aujourd'hui, on parle de 62 factions, mais qui se sont coalisées dans des groupements, j'en citerai 4 ou 5. Oui. Vous avez évidemment Hayat Tahrir Sham, ex-Qaïda et ex-groupe État islamique sous la direction d'Abou Mohamed El-Joulani. Vous avez l'armée nationale syrienne qui est adoubée par la Turquie. Vous avez l'armée syrienne libre et évidemment vous avez le Parti des travailleurs du Kurdistan qui est considéré comme terroriste par la Turquie. Se sont greffées d'autres entités chez les uns et les autres dans un modus vivendi. Est-ce qu'il sera durable? On verra. Aujourd'hui, dans ces villes conquises, et nous dit-on facilitées par le repli tactique de l'armée syrienne, comme ils le disent dans leurs éléments de langage, ils sont en train aujourd'hui d'installer certaines structures administratives sur la base des habitants de ces villes-là. Il faut savoir que les combattants sont tous originaires de ces régions. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'ils connaissent les territoires. Ça expliquerait la rapidité de l'action. Absolument. Surtout du résultat de cette action qui a été concluant jusque-là, il faut le dire. Absolument. Et ils ont commencé par les installations militaires sensibles. Les magasins d'armement, les écoles militaires, les dépôts, etc. Et surtout, il y avait une usine où la Syrie avait employé des barils explosifs et ils ont exhibé tout ça.
il y a eu des prisons de vide et nous en sommes aujourd'hui là. Mais réellement, si Homs venait à tomber, nous serons devant une autre situation. Est-ce que ça facilitera l'arrivée vers la capitale sur la route qu'ils appellent le M5? Et vous avez donné la distance, on verra. Il y a des combats à Homs, ils sont réellement dans les banlieues. Après avoir pris plus de 200 villages dans toutes ces provinces-là. Et des villes importantes aussi. Les villes, ils sont Halab est la deuxième ville de Syrie. Ce ne serait pas la première fois qu'elle tombe aux mains des rebelles, j'ai envie de dire. Absolument. Justement, en parlant d'historique, parce que c'est bien de comprendre d'où l'on vient dans ce conflit qui dure depuis mars 2011, Mohamed Badil Yatiwi, beaucoup de choses ont changé depuis mars 2011, mais j'aimerais bien revenir sur un élément que vient d'évoquer le colonel Saoud. Comment toutes ces factions, qui se comptent en dizaines, ont réussi à se mettre d'accord et avoir un consensus pour mener des opérations ensemble, en sachant qu'il y a quand même des divergences idéologiques, culturelles, donc, mais aussi d'origine. Si on parle des Kurdes, aux côtés des Arabes, les Sunnites avec les Chiites, donc là, on va dire que tout ce monde-là qui, enfin, d'emblée ne semble pas être sur la même longueur d'onde, eh bien, ils se sont mis d'accord pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Oui, alors ils ont appris de leurs échecs précédents pour le moment. Reste à voir si, après l'interview de Joulani hier sur CNN, Oui. ce qu'il a proclamé, le fait de respecter les minorités, sera maintenu si jamais ils arrivent un jour au pouvoir, ou en tout cas à contrôler une partie du territoire syrien. En fait, on parle de gens qui, comme vous l'avez très bien dit, sont idéologiquement, parfois religieusement, ethniquement très différents. Ils ont tous affronté l'armée de Bachar el-Assad entre 2011 et 2019, mais ils n'ont jamais réussi à créer de véritable cohésion contre Bachar el-Assad. Et donc, il en a profité. Il y avait un autre élément aussi, c'est que quelqu'un comme Joulani, qui a créé le front Al-Nosra, vient lui-même d'Al-Qaïda à la base, et qui en fait a retenu les leçons du passé, c'est qu'il ne pouvait pas, on va dire, agréger autour de lui des forces, étant donné qu'il dirigeait un groupe qui était un groupe terroriste et un groupe sectaire. Donc ça, il l'a compris. Les Kurdes eux-mêmes souffrent, on va dire, de deux ennemis. Il y a d'un côté Bachar el-Assad qui est leur ennemi historique pour les Kurdes syriens, et pour les Kurdes de Turquie, il y a l'armée turque et Erdogan. Mais on voit que les choses changent. On voit que les choses changent et les choses évoluent. Le YPG, qui est la branche syrienne kurde, qui a toujours été contre Bachar el-Assad, aujourd'hui accepte de travailler avec Joulani et son HTS. Et le HTS que Joulani a créé n'est plus réellement le Front Al-Nosra. Bien sûr, il y a des éléments du Front Al-Nosra, bien sûr, il y a des éléments de l'armée nationale syrienne, bien sûr, il y a des éléments qui sont des éléments considérés comme djihadistes, mais on voit l'évolution tactique pour le moment, alors à voir si sur la durée ça fonctionnera, pour réussir quelque part ce qu'ils sont en train de faire de façon spectaculaire, c'est-à-dire prendre Alep, la deuxième ville du pays, Hama, qui a été historiquement une ville très importante avant même la guerre civile, puisqu'en 82, il y a eu des massacres très importants suite à une révolte des frères musulmans. Et à l'époque, c'était le père de Bachar, Hafez al-Assad, qui avait mené les exactions. Et maintenant, on a Homs. Et Homs, c'est le point de départ, en réalité, de 2011. Tout commence à Homs, contre Bachar el-Assad. Donc, il y a toute une symbolique. Et on a vu aussi, par exemple, Joulani aller dans les quartiers chrétiens, hier à Hama, pour les rassurer. On sait aussi qu'il y a des Alaouites à Hama. Donc, c'est j'ai envie de dire, la grande famille de Bachar el-Assad et de son clan. Ce sont des Alaouites, mais ils sont en général plutôt à l'attaquer, c'est leur fief. Mais il y en a quelques-uns à Hama. Et ceux qui ont pris la ville, le HTS, ont voulu les rassurer. Mais on voit que tout ça complexifie les choses, puisqu'ils sont très divers de par leur origine idéologique, ethnique, parfois religieuse. Mais il y a aussi toutes ces relations avec les puissances régionales et une puissance internationale comme la Russie ou même encore les États-Unis, qui va complexifier les choses. On voit que les Turcs ne sont pas contents de l'autonomie que le HTS essaye de leur arracher. Et que les Turcs ont d'autres groupes qui sont à leur botte, qui eux sont 100% sur la ligne d'Ankara et qui font partie de cette mouvance, on va dire, mais ce ne sont pas eux qui la contrôlent. La volonté d'autonomisation d'El Joulani les dérange, puisque
À terme, ça pourrait créer un autre problème, c'est-à-dire des gens puissants qui contrôlent plusieurs villes de Syrie, reste à voir ce qui va se passer à Damas, mais des gens qui contrôleraient plusieurs villes de Syrie et qui voudraient être autonomes. Autonomes vis-à-vis d'Ankara, autonomes vis-à-vis de Damas, autonomes vis-à-vis de Téhéran et autonomes vis-à-vis des Russes. Donc ça fait beaucoup de dangers finalement pour tout le monde. Ouais, Et ça fait surtout un scénario de démembrement de la Syrie. Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers le scénario libyen, pas un copier-coller, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments similaires entre ce qui s'est passé en Libye après la chute de Kadhafi et ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Syrie. Oui. Oui, avec un cas encore plus complexe, parce qu'en Libye, on a 3 régions historiquement très différentes, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan, alors que là, réellement, ce qu'on appelle la Syrie, et à l'époque, par exemple, du mandat français à la chute de l'Empire ottoman, il y avait la Grande Syrie et le Liban a été créé, et avec un mandat séparé, et la Grande Syrie est devenue la Syrie telle qu'on la connaît actuellement. Ces éléments-là, en fait, de partage de la Grande Syrie entre Syrie et Liban, ont fait qu'on a toujours eu un XXe siècle très compliqué. Pendant la guerre civile libanaise, les Syriens ont été impliqués. Pendant la guerre civile syrienne, depuis 2011, les Libanais ont bien évidemment reçu beaucoup de Syriens, mais le Hezbollah libanais a joué un rôle majeur pour protéger Bachar avec ses amis iraniens et russes. Donc on voit que tout ça est entremêlé. Mais en plus de ça, contrairement aux Libyens, il y a une complexité ethnique arabe-kurde, il y a une complexité religieuse avec des Arabes qui sont alaouites, donc chiites, c'est une branche très très minoritaire du chiisme, mais ça reste une branche chiite, des Arabes sunnites, des Arabes chrétiens, on a aussi des Arméniens dans différentes grandes villes. Exact. Donc c'est un pays qui est très complexe et on peut aller, dans le pire des scénarios, vers un démembrement de la Syrie. Exact. Ce qu'on peut voir aussi, c'est déjà le cas, ce n'est pas officiel, ce qu'on peut voir sur cette carte, colonel Saoud, avec les régions qui sont contrôlées en rouge par le gouvernement et donc les forces pro-Assad, backupées par la Russie, les rebelles vers l'est, vers le nord-est, la partie en jaune est contrôlée par les Kurdes, et bien sûr le Golan, enfin cette partie bleue, par Israël. Donc on peut voir déjà les scénarios peut-être futurs de la future Syrie, qui ressemblerait peut-être à cela. Aujourd'hui, si les opérations continuent, vous allez voir le gouvernorat de Homs qui va tomber. Et vous allez avoir presque les 2/3 du territoire syrien. Mais reste à savoir comment cela va être divisé entre les différentes factions. C'est la question principale au moment de gérer les acquis territoriaux, comment on va se distribuer les rôles. Qu'est-ce que va prendre Hayat Tahrir Sham, qu'est-ce que va prendre l'armée syrienne libre, l'armée nationale syrienne, etc., etc. Donc là, c'est un autre problème. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont d'accord pour d'abord conquérir certains territoires. Est-ce qu'ils vont s'arrêter à Homs? J'imagine que s'ils arrivaient à conquérir Homs, ils vont s'arrêter pour voir comment ça va se passer, parce que cette fulgurance est un peu, à mon avis, paradoxale, compte tenu de la réaction aujourd'hui du pouvoir. Ça, c'est avant. Après, tout ça va revenir aux factions d'opposition. Hein. Qu'est-ce qui vous reste maintenant pour aller jusqu'à Damas? Vous l'avez dit. Il ne reste pas grand-chose. Pas grand-chose. Absolument. Bon, pas grand-chose. Et Erdogan, qui fait quand même aujourd'hui une déclaration assez surprenante, qui dit que Idlib, Hama et Homs sont aux mains de l'opposition, qu'ils continueront vers Damas. Il dit espérer que cela se passerait sans incident. On sait que la population a fui, on parle de 280 000 déplacés depuis le 27 novembre. Absolument. Ce nombre peut s'avérer beaucoup plus élevé, on parle d'1,5 million de déplacés. Ceci étant dit, il faut quand même se rendre à l'évidence que les choses avancent un peu trop vite. Vous avez parlé d'accords. Il y a certaines régions qui sont appelées régions de désescalade, dont la Tekiye. Tout à fait. Vous voulez parler des accords d'Astana. Tout à fait. Et avant ces accords d'Astana, il y avait la feuille de route des Nations Unies. Il faut le rappeler, on a consommé aujourd'hui 4 représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies. Depuis 2011, depuis le 15 mars 2011. Exactement. Oui. Kofi Annan, Ibrahimi, de Mistura, dans un échec important ici. Ce ne serait pas le seul, hein, il faut rappeler. Rappelons justement les échecs de Mistura, colonel Saoud.
en Syrie, au Soudan, en Afghanistan, et j'en passe. Et là, C'est vraiment sur pas le l'homme de la prince- situation, faut le dire. Il est un habitué des faits, et donc voilà, je n'ai plus rien à dire, étant donné qu'il est arrivé dans le processus de nos provinces sahariennes à la limite de sa production. Et vous avez aujourd'hui Peterson. Les accords d'Astana, qui se sont déroulés justement au Kazakhstan, ils prévoyaient 4 zones de désescalade. Idlib, Homs, Hama, jusqu'à la Takiye et aussi la Ghouta orientale, sous la houlette de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, sans la présence des concernés. Et justement, l'opposition a refusé la présence des Iraniens en tant que parti et en tant que parrain de ces accords. Je pense que là, on a enterré tout ça. C'est un échec de l'ONU, c'est un échec des accords d'Astana, dont la dernière réunion était en Russie en 2021. Nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle dynamique. Et la Syrie, qui était invisibilisée jusqu'à aujourd'hui, revient dans les instances internationales. Dans un contexte compliqué quand même, rappelons-le. Oui, Le Liban absolument. est en flammes, sans parler des territoires palestiniens, pareil. Cela, vous allez en convenir quand même, colonel Saoud, tout ceci est lié. Mais ça a été fait dans ce contexte-là. Vous avez la Syrie où Israël a bombardé et le Hezbollah, les éléments de Hezbollah et les éléments iraniens. Vous avez au Liban, pareil. Vous avez la même chose, évidemment, du côté du Liban. Et il y a, dans ce côté, un affaiblissement de ceux qui sont censés soutenir la Russie. La Syrie, la Russie, il est en prise avec l'Ukraine. Vous avez le Hezbollah qui est au Liban déjà démembré, affaibli, etc. Et je pense qu'ils n'auront plus la vigueur nécessaire pour soutenir le régime syrien, tant ils sont eux-mêmes assez désagrégés. On verra. Il y a des éléments de langage de l'Iran. Ils seraient en contact étroit, la Russie, l'Iran, la Turquie, pour stabiliser la situation en Syrie, en tout cas selon Moscou. Oui, qui a dit par ailleurs que le président turc n'a pas tenu ses promesses du processus d'Astana par le porte-parole Peskov, qui l'a déclaré hier. Nous voilà dans une situation complètement avec ce risque, évidemment, d'embrasement régional. Ben oui. Que vous venez d'évoquer. Et surtout que c'est les dernières semaines d'un certain Joe Biden à la Maison-Blanche. Tout à fait. Quel engagement des alliés de Bachar el-Assad, Mohamed Badil Yatiwi, avec cette déclaration des Irakiens aujourd'hui? Ils appellent à ne pas interférer dans les affaires internes syriennes. Je cite un haut responsable irakien. Oui, alors il y a les milices chiites irakiennes, Hajj Sha'bi par exemple, qui souhaitent intervenir et qui sont déjà sur place pour certaines d'entre elles. Il y a ce risque-là de voir les milices chiites irakiennes se substituer, par exemple, au Hezbollah, qui est très affaibli, comme l'a très bien dit le colonel Saoud. Maintenant, le problème pour tous ces pays ou pour tous ces mouvements-là, il y a quelque part une obligation de soutenir Bachar el-Assad jusqu'au bout. Car la prise de Damas signifierait très certainement une chute du régime, très, très certainement. Et là, on voit qu'il y a une sorte de tactique. Ils sont très affaiblis parce que les soutiens russes, iraniens et du Hezbollah ne sont pas disponibles, j'ai envie de dire. Mais quand on va s'approcher, si Homs tombe ce soir, demain, pendant le week-end, on verra qu'il y aura un renforcement de la sécurité autour de Damas. Puisque pour les Russes, le seul pays qui lui offre une fenêtre sur la Méditerranée orientale, ça reste la Syrie, avec la base navale de Tartous, et il y a une base aérienne proche de Latakia. Et la base de Tartous remonte à l'époque soviétique, 1970, avec Hafez al-Assad. Donc c'est très ancien, et c'est le seul moyen pour eux d'accéder à la mer Méditerranée, d'avoir une base permanente. Pour les Iraniens, c'est une nécessité absolue d'avoir une zone d'influence en Syrie, puisque c'est le pays qui, quelque part, leur permet de faire la transition avec le Liban et notamment de fournir en armes et autres le Hezbollah. Le Hezbollah en a besoin aussi pour se replier, notamment Homs et Hama, ce qui va leur poser beaucoup de problèmes maintenant, notamment pour se ravitailler.
Et on voit que maintenant les milices chiites irakiennes ont quelque part aussi peur, parce que si jamais on a une victoire finale de ces groupes menés par des anciens djihadistes sunnites qui qui chercheront très certainement à appuyer un jour ou l'autre leur contrepartie irakienne, ça pourrait embraser aussi l'Irak. Donc on voit que tout le monde est plus ou moins concerné, et c'est une question de survie pour beaucoup d'acteurs proches de Bachar. Et tout le problème en interne pour les Syriens, c'est que tous ces clans qui soutiennent la famille Assad depuis maintenant plus de 50 ans, ces clans-là ont besoin d'une clé de voûte. Et la clé de voûte, ça reste Bachar. Depuis 2011, ils n'ont jamais trouvé de remplaçant qui pourrait satisfaire tous ces clans-là. Et Erdogan, pour en revenir à lui, qui a tenu les propos que vous avez cités, Erdogan est très remonté en fait contre Bachar al-Assad, puisque les Russes avaient poussé Bachar à essayer de négocier. Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, avait même parlé avec ses interlocuteurs syriens, et c'est Bachar qui a refusé toute négociation tant que l'armée turque occupait le nord de la Syrie. Et Erdogan, qui a en réalité plusieurs éléments à prendre en compte, il y a la question kurde qui se joue des deux côtés de la frontière turco-syrienne, il y a la question des réfugiés qu'il aimerait envoyer en Syrie, en tout cas une bonne partie d'entre eux, et il y a l'autre élément. On a plus de 2 millions aujourd'hui en Turquie, plus de 2 millions de réfugiés syriens en Turquie. On a plus de 3 millions, et on a même des gens qui ont été naturalisés. Il ne faut pas oublier ça. C'est qu'on a des gens qui sont en situation illégale, qui sont des réfugiés, mais qui ont un statut particulier. Il y a des gens qui sont en situation légale, et on a une petite partie des Syriens qui a été naturalisés turcs pour différentes raisons. Certains par affinité idéologique, parce qu'ils faisaient partie des frères musulmans syriens, ils ont été naturalisés par le gouvernement Erdogan. D'autres parce qu'ils ont pu prouver que leurs ancêtres avaient été des hauts fonctionnaires ottomans qui avaient soutenu l'Empire ottoman jusqu'au bout, à Alep, à Damas, etc. Donc on voit que ces gens-là aussi ont obtenu la société turque. Et ça crée beaucoup de remous au sein de la société turque, le fait de recevoir 3 millions, peut-être même 4 millions, selon certaines estimations, de Syriens dans le pays. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe a une importance dans la vie politique turque, parce que l'allié d'Erdogan, Devlet Bahçeli, le patron du MHP, le parti ultranationaliste, quand Alep est tombé il y a quelques jours, il s'est réjoui en disant « Alep est une ville turque ». Donc j'espère que le drapeau turc va flotter. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là créent beaucoup de confusion et peuvent embraser la région à tout moment, aussi bien du côté des soutiens de Bachar el-Assad qui peuvent jouer leur va-tout en essayant de protéger Damas, et aussi du côté des soutiens des rebelles. Mais quel type de rebelles, comme je vous le disais tout à l'heure. En parlant de quel type de rebelles, il y a une question vraiment centrale qui peut vous paraître naïve, mais en tout cas, elle m'a interpellée. Comment un mouvement tel que Daesh a pu ressusciter après que les Américains en 2019 ont annoncé la mort de Daesh, après la mort ou de l'État islamique, après la mort de Abu Bakr al-Baghdadi, son leader. Mais c'est justement cette mue de Joulani qui est importante. Moi, il a cohabité, il a été opté par Al-Qaïda, puis par le GUI, puis avec des problèmes avec le Baghdadi. Aujourd'hui, il n'est plus dans le djihad global. Il s'est focalisé sur la Syrie en tant que Syrien. Donc c'est cette mue-là qui est importante. Et elle est en recherche de respectabilité, de crédibilité aux yeux des Syriens. Et donc c'est cette mue-là qui a fait que les autres factions se sont entendues avec lui. Non, mais l'idéologie est la même. Oui, dire, on peut bien changer de nom, s'appeler HTS, Tahrir Sham, Hayat Tahrir Sham, mais on reste quand même avec une idéologie extrémiste. Oui, mais avec un dénominateur commun. C'est la chute de Bachar al-Assad. C'est la chute de Bachar al-Assad. C'est ce modus vivendi dont j'ai parlé qui cimente jusqu'à présent cette coalition hétéroclite dont on n'avait pas appréhendé qu'ils pouvaient un jour être ensemble. Et ça, c'est un élément nouveau qu'il faut prendre en compte, à condition d'une durabilité. Et cette durabilité, il faut poser un point d'interrogation, parce qu'au moment de la gestion, justement parce qu'il y en a déjà qui ont créé un gouvernement provisoire, notamment le général Selim Delis, qui est justement le commandant en chef de l'armée nationale et ministre de la Défense
du gouvernement bon. intérimaire. Oui, déjà. Oui, mais tout ça, c'est complexe. Aujourd'hui, ils se sont concentrés sur le combat. Viendra la phase politique et c'est là où ça sera un peu plus tordu. Mohamed Badil Yatioui, dernier mot sur l'avenir de Bachar el-Assad. Alors, l'avenir de Bachar el-Assad, je vais encore rajouter de la complexité à la complexité, c'est que l'on a, par exemple, les Israéliens qui ne souhaitent pas la chute de Bachar el-Assad. Ils préfèrent un Assad affaibli et recroquevillé sur 30% du territoire plutôt que la chute complète et la reprise en main par des groupes rebelles qu'ils ne connaissent pas. De l'autre côté, on a les monarchies du Golfe, les monarchies arabes, à l'exception du Qatar, qui restent radicalement anti-Bachar. Les autres monarchies arabes préféreraient aussi avoir un Assad affaibli plutôt que le chaos en Syrie ou le démembrement de la Syrie. D'ailleurs, on a vu que c'était les Émirats arabes unis qui avaient poussé à la réintégration de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe, soutenue par l'Arabie saoudite, et avec une volonté aussi de réarabiser la Syrie et l'éloigner de l'Iran. Là aussi, c'était leur intérêt propre par rapport aux tensions qui peuvent exister entre les pays du Golfe et l'Iran. Donc on voit qu'il y a de la complexité, c'est pas uniquement sunnite contre chiite, il y a une vraie complexité avec des intérêts géopolitiques très très importants derrière et avec des acteurs qui, on le voit par exemple avec les Russes, vont continuer de soutenir Bachar jusqu'au bout, mais en même temps, on voit qu'il y a un certain agacement chez les Russes, puisque s'il avait accepté les négociations qui lui avaient été proposées avec Erdogan il y a quelques années, peut-être qu'il n'en serait pas là aujourd'hui. Et finalement, Bachar el-Assad peut aussi, devoir aussi se méfier de ses anciens alliés. En tout cas, cette crise, si on peut l'appeler ainsi, en Syrie viendra clôturer une année pleine de rebondissements, un véritable embrasement de tous les côtés du Moyen-Orient. Et cela ne présage rien de bon pour 2025. Mais en tout cas, on sait qu'à partir du 20 janvier, il y a aussi, je vais le rappeler, un certain Donald Trump qui revient au bureau ovale, à la Maison-Blanche. Et là, beaucoup de cartes vont être redistribuées. Nous suivrons bien évidemment tout cela avec vous et en compagnie de nos chers experts. Merci encore une fois, Colonel Saoud. Toujours un plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé, madame. Et mes remerciements aussi à Si Mohamed Badil Yatioui. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée et excellent week-end à toutes et à tous.